merci à tous d'être connectés. Donc, ce soir, nous allons parler d'un thème important, un thème que je trouve très important et très pertinent pour, on va dire, le développement effectif de nos États aujourd'hui, surtout quand on prend le cas du Togo. Donc, le thème autour duquel nous sommes réunis ce soir, c'est l'économie sociale et solidaire et les énergies renouvelables. Quelles opportunités, pour quel projet, avec quel cadre structurant. Donc, ce soir, nous avons 4 intervenants. Il s'agit de Askia Fataki, que vous avez déjà découvert précédemment lors de l'inauguration notamment de ce forum. Askia Fataki est fondatrice de Energy Generation, qui est une organisation panafricaine qui encourage les jeunes africains à relever les défis les plus pressants de leur génération à travers l'entrepreneuriat et la technologie. Nous aurons également M. Korfou Lagassou qui nous vient de la GIZ. Il est conseiller technique approvisionnement en énergie renouvelable chez la GIZ. Nous avons encore 2 autres intervenants de taille. Il s'agit de Vincent Renaud, qui est directeur du développement chez Benu Énergie. Benu Énergie accompagne les jeunes, pas les jeunes, mais il accompagne juste les entreprises africaines dans le développement et la gestion de leur activité commerciale. Nous avons également M. Samuel Thomas, qui est président de Moonsuna Design, qui est une entreprise de renommée mondiale et spécialisée dans la conception et la fabrication des solutions d'éclairage public, solaire, intelligent. Donc, Moonsuna est basé à Bordeaux. Donc, le thème qui nous intéresse ce soir, comme je le disais tantôt, aborde l'économie sociale et solidaire et les énergies renouvelables. Donc, premièrement, lorsque nous parlons de l'économie sociale et solidaire, ce domaine présente des caractéristiques propres à devenir l'un des outils de l'innovation socio-économique réclamée dans la plupart des entreprises aujourd'hui. Dans un premier temps, l'économie sociale et solidaire permet d'inclure des groupes d'exclus dans le processus économique. Donc, elle peut s'appuyer sur la politique publique adéquate, contribuer à la sécurité économique et toutes les tranches de la population et aussi à leur autonomisation. On peut continuer pour dire que l'économie sociale et solidaire favorise plusieurs domaines, ou encore elle peut être elle est fondée sur le développement territorial de proximité, en préconisant également la participation de la communauté et puis en misant prioritairement sur les impacts sociaux. Tout cela dit, je ne suis pas expert du domaine. Je travaille avec Make Sense Africa. Nous aidons les citoyens et les entrepreneurs à s'engager ensemble pour le développement durable, notamment dans le domaine social. Mais aujourd'hui, les spécialistes de ces domaines sont là et ils vont avec nous parler de ce thème-là et nous exposer très clairement quelles sont les opportunités pour quel projet, avec quel cadre structurant lorsque nous parlons de l'ESS ou encore des énergies renouvelables. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Madame Askia Fataki, qui est la présidente fondatrice de Energy Generation. Donc, elle va présenter un peu les enjeux, les initiatives mises en place aujourd'hui pour contribuer justement à un meilleur développement de l'énergie renouvelable. Donc, Askia Fataki, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aqua, pour l'introduction. Merci déjà pour l'invitation sur ce panel aux côtés de personnalités très pertinentes sur le sujet. Donc moi, je vais ouvrir rapidement, si je veux dire, la discussion avec mon intervention en ma qualité effectivement de fondatrice d'Energy Generation, puisque justement la notion, si vous voulez, d'économie sociale et solidaire, elle est au cœur de ce que nous essayons de faire, et je pense de ce que tous
les panélistes essayent de faire ici, puisque quand on parle d'énergie, l'énergie aujourd'hui, je pense, peut être considérée comme un droit fondamental, puisque bien que l'énergie ne se mange pas, ça ne se consomme pas, c'est un élément crucial de développement socio-économique dans le cadre du système économique mondial qui a été mis en place depuis des décennies, voire même des siècles. Et donc, quand on parle d'énergie, on touche forcément à quelque chose de très proche de l'homme, de son développement socio-économique et donc des questions de dignité humaine. Et par conséquent, on est en plein dans la question du social. Mais en même temps, l'économie, pardon, en même temps, l'énergie, c'est un service économique, en fait, qui ne peut pas encore, en tout cas, contrairement à ce que on a exploré pendant la séance inaugurale, ce n'est pas encore un service qui peut être fourni gratuitement au plus grand nombre. C'est vrai que dans les pays occidentaux ou même ailleurs, ce travail d'électrification par des voies classiques de réseau a été porté beaucoup par les entités publiques. Maintenant, il est vrai que cet effort colossal ne peut pas être porté par la puissance publique seule en Afrique, et encore moins par les moyens traditionnels, si je veux dire, de réseau, puisqu'on a affaire à des géographies qui sont particulières et une répartition des populations aussi qui limite la possibilité de ce type de procédé. Et donc, le secteur privé joue un rôle primordial dans ce processus d'électrification, d'accès à l'énergie et à l'électricité des populations, et notamment des plus, quelque part, vulnérables. Et donc, c'est là vraiment que se marie le concept d'économie et de solidarité, de social et de solidaire. Donc, vraiment, un sujet qui tombe à point nommé. Et donc, bien sûr, cet aspect d'économie sociale et solidaire s'inscrit dans la démarche d'électrification elle-même et d'accès à l'énergie, mais elle s'inscrit aussi dans tout ce qui entoure ce concept. Donc, c'est là aussi l'objet du forum auquel nous assistons, justement, c'est se dire comment cette économie, en même temps qu'elle donne accès à l'électricité aux populations qui en ont besoin, elle peut aussi être vecteur de développement, de création d'emplois, de création de compétences pour les jeunes en Afrique notamment. Et donc, c'est vraiment autour de ces réflexions-là que Energy Generation s'est construit au fil des années pour s'assurer d'allier, si vous voulez, ces trois grands piliers et quelque part de faire d'une pierre trois coups, si j'ose dire. Et donc, nous, notre principale activité, c'est donc une activité d'incubation et de formation de jeunes pour qu'ils deviennent entrepreneurs sur le secteur de l'énergie. Donc, on s'intéresse bien sûr à l'énergie solaire, mais je ne vais peut-être pas trop m'apesantir dessus, puisque je suis sûre que nos deux autres, entre autres, les autres panélistes pourront en dire davantage. On s'intéresse aussi à des technologies un peu moins connues, un peu moins présentes encore dans le secteur de l'énergie en Afrique. Je pense notamment à un projet qu'on a développé avec un jeune Zambien qui nous a rejoint pendant un an à Lomé avant de repartir en Zambie, et qui aujourd'hui développe son projet là-bas. Donc, on est sur un projet de pompage
de pompes, si vous voulez, à énergie éolienne à l'intention des agriculteurs. Et là, on est vraiment dans un modèle, en fait, hyper intéressant puisqu'on va faire levier, si je veux dire, on va utiliser l'énergie pour vraiment rendre un service qui va permettre d'augmenter la productivité des agriculteurs, tout en leur donnant accès à une technologie qui a été développée, construite sur place, donc qui est très abordable pour ces agriculteurs, même plus abordable en fait en fonction du potentiel éolien. Et cette offre est plus abordable que le solaire. Et du coup, ces agriculteurs ont la possibilité donc d'accéder à cette technologie, augmenter leur productivité du fait d'une meilleure irrigation de leur terrain. Et par ailleurs, donc, le jeune dont je vous parle aujourd'hui a créé, on peut le dire, plusieurs emplois au sein de son entreprise. Donc, c'est vraiment un cercle très vertueux. Alors, bien sûr, il y a aussi des procédés autour des facilités de paiement qui ont dû être mises en place pour si j'ose dire, faire face à la réalité du terrain. Et c'est aussi ce qu'on voit beaucoup se développer sur le modèle Pay as you go que je ne vais pas représenter ici. Mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment un modèle, c'est un peu une success story, si vous voulez, parce que dans ce procédé d'électrification et de développement de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai qu'on a tendance un peu à ne pas laisser voix au chapitre aux plus jeunes, si j'ose dire, aux jeunes Africains, alors qu'ils ont réellement des solutions à apporter. Maintenant, je pense qu'un des points qui sera certainement discuté en détail lors de nos échanges, c'est bien sûr la question du contexte et du cadre juridique autour de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans beaucoup de pays, c'est encore un concept qui est émergent, qui n'est pas encore totalement défini. Moi, j'ai ce double ancrage entre l'Europe, la France en particulier, et l'Afrique, et en l'occurrence le Togo. Donc, je peux, voilà, avec certaines précautions, faire une comparaison. Mais en tout cas, même en France, au final, ce statut d'entreprise sociale est tout juste émergent et commence à trouver ses marques. Et par conséquent, sur le Togo, il y a eu déjà plusieurs événements, plusieurs initiatives prises par le gouvernement afin de créer ce cadre et ce statut juridique de l'entreprise sociale, qui serait un véritable point positif pour les entrepreneurs qui se positionnent justement sur ces secteurs particulièrement difficiles de l'économie, pour leur donner un certain nombre de facilités, notamment fiscales, de manière à ce qu'ils puissent à la fois développer des business models qui leur permettent de grandir en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et en même temps réellement proposer un service à utilité sociale et sociétale. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire pour le moment, mais avec plaisir de développer le sujet lors des discussions avec les autres panélistes tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup Madame Astria. Je vais donner donc la parole maintenant à Monsieur Kokou Lagassou de la GIZ pour nous parler des initiatives de la GIZ en faveur des énergies renouvelables et de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors bonsoir tout le monde et merci beaucoup à Akwa, surtout pour l'introduction que tu as eu à faire. Oui, je me nomme Kokou Lagassou et je suis conseiller technique à la GIZ ici au Togo.
Il faut dire, je m'en vais rapidement briefer, présenter très rapidement la GIZ. En fait, la GIZ, c'est une entreprise de la coopération allemande qui est chargée de tout ce qui est développement de politique étrangère. Et ici au Togo, la GIZ intervient dans beaucoup de domaines. Donc, nous pouvons parler de la décentralisation, nous pouvons parler de l'agriculture, nous pouvons parler de la santé, de la formation professionnelle, de la sécurité alimentaire, l'environnement, la foresterie et l'énergie. L'énergie qui fait objet de notre présence ici sur ce panel. Et pour cela, nous remercions vraiment les organisateurs d'avoir invité un peu la GIZ à pouvoir participer à cet événement. Voilà. Au niveau de l'énergie, il faut dire que la GIZ participe avec un projet dénommé Pro-Énergie. Et le Pro-Énergie est là pour appuyer le gouvernement togolais dans sa politique d'électrification. Et le Pro-Énergie était là depuis 2017 avec un budget de 6,6 millions d'euros. Et il devrait faire une première phase de 3 ans. Et l'objectif, tel que je le disais tantôt, qui consistait un peu à accompagner le gouvernement togolais sur sa politique d'électrification. Nous tous, on est tous d'accord là-dessus que le Togo a un projet ambitieux d'électrification, une stratégie qui a été mise en place et que d'ici 2030, le pays cherche à électrifier les 100% de la population. Donc, notre mission, un peu, c'est d'accompagner un peu l'État togolais à améliorer les conditions cadres pour un accès facile à l'énergie décentralisée et respectueux du climat, plutôt. Et pour ce faire, nous appuyons un peu l'Agence togolaise d'électrification rurale qui a été mise en place en 2017 toujours, qui a été mise en place. Nous l'accompagnons à travers des appuis organisationnels. Dans cet appui organisationnel, on peut parler d'appui en matériel, d'équipement, pour que l'agence puisse être vraiment fonctionnelle et pouvoir accompagner un peu le mandat pour lequel elle a été mise en place. Le second appui que nous accordons aussi, nous accordons un certain nombre d'appuis sur les différents types de projets que l'agence essaie de mettre en place. Et sur ça, je peux dire que selon la stratégie a été découpée en sorte que le secteur privé puisse avoir une part assez importante dans l'approche d'électrification du Togo. Et pour nous, nous avions accompagné un peu l'Agence togolaise d'électrification sur les projets mini-grid que les autres intervenants sur les différents panels ont évoqués. Et on l'a accompagné en tant que conseiller dans la conception du dossier d'appel d'offres et dans sa publication, et qui est en cours d'évolution actuellement. Donc, nous pouvons dire aussi l'amélioration aussi du cadre. On a intervenu un peu pour pouvoir améliorer un tout petit peu le cadre juridique pour inciter un peu le secteur privé à pouvoir accompagner cette stratégie que le Togo a développée et veut mettre en place pour atteindre de ses objectifs. Un dernier point sur lequel nous intervenons aussi depuis 2017, c'est le développement d'un modèle financier. Et il faut dire que si le secteur privé doit intervenir dans l'électrification, il leur faut des approches. Nous tous, on est tous conscients qu'au jour d'aujourd'hui, la question du coût de l'électricité, c'est une question fondamentale. Et donc, le secteur privé aussi joue un rôle très important dans l'électrification. Et donc, s'il faille les accompagner, il va falloir trouver des mécanismes, des approches assez incitatifs pour un peu, comment le dirais-je, pour inciter le secteur privé à pouvoir investir dans l'énergie. Voilà, donc le troisième aspect sur lequel nous travaillons beaucoup plus avec l'agence. Et dans les 3 années passées, depuis 2017, il faut dire que nous avions eu à développer conjointement un projet que nous avions dénommé PESOP. Et dans ce projet, l'approche ou bien le modèle
financier Result-Based Financing, qui consiste à accorder des incitations financières au secteur privé. Donc, on s'est beaucoup plus basé sur le secteur privé local. Notamment, 10 entreprises ont été sélectionnées dans ce projet pilote que nous avions eu à mettre en place. Il a consisté à divulguer à travers ces entreprises qui ont été sélectionnées deux types de technologies, notamment les pompes solaires et les réfrigérateurs solaires. Donc, ce projet a duré pendant 1 an et a permis un peu aux acteurs locaux de pouvoir se familiariser un peu avec ce différents types d'approches, ainsi que notre partenaire qui est le partenaire principal, qui est l'Agence togolaise d'électrification rurale aussi, à s'approprier un peu des outils qui peuvent accompagner ce type de financement que nous avions eu à mettre en place. Alors, nous avions démarré aussi une seconde phase depuis septembre passé. Et avec cette nouvelle phase aussi, nous avons un budget de 6,5 millions d'euros. Et nous avons pour objectif de pouvoir continuer avec la même approche que nous avions développée dans les 3 années passées et qui consistait à toujours soutenir l'agence sur les différents types de projets qu'ils ont en leur sein, notamment les 317 mini-grids qu'ils ont lancés, qui n'ont pas encore abouti. Donc, ça consiste à conseiller toujours l'agence dans la sélection des entreprises qui vont faire les prestations et à aller au-delà à travers différents types d'approches que nous voulons mettre en place. Alors, et continuer toujours avec les différents types de modèles financiers. Cette fois-ci, on va beaucoup plus se concentrer sur l'usage productif de l'énergie. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'apporter l'électricité aux populations, mais il faut aussi les apprendre à pouvoir utiliser l'électricité. L'électricité, une fois arrivée, oui, ça donne l'éclairage, mais on peut quand même utiliser l'électricité pour faire autre chose, et d'où notre approche d'utilisation productive de l'énergie, où nous allons maintenant inciter le côté social, ce que l'énergie peut développer dans les milieux ruraux. Donc, on va s'appuyer beaucoup plus sur le social et l'économie, d'où notre approche d'usage productif de l'énergie. Donc, voilà un peu par rapport à la GIZ, le contexte dans lequel nous travaillons ici au Togo. Et nous avons pour cette seconde phase une durée de 3 ans qui va finir en 2023. Et nous sommes en train de pouvoir mettre en place les outils. Donc, nous travaillons de façon extrinsèque avec l'Agence togolaise d'électrification rurale. Et pour nous, la question de l'entrepreneuriat qui est au cœur des sujets de ce forum nous tient vraiment à cœur parce que quand on incite les gens à pouvoir utiliser de façon productive l'énergie, ça crée de la plus-value et ils peuvent facilement faire face aux factures d'électricité qui vont s'imposer à eux à un moment donné. Et donc, voilà, pour nous, c'est un peu l'approche que nous voulons vraiment mettre en place pour pouvoir accompagner la stratégie d'électrification du Togo que nous trouvons assez ambitieux, mais au même moment, il faut les accompagner pour que les gens puissent s'y prendre et honorer à leur engagement qui est pouvoir payer la facture d'électricité et que leurs conditions de vie puissent être changées. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Peut-être les questions permettront de pouvoir éclairer mieux. Voilà, c'est pourquoi on est là. D'accord. Merci beaucoup, M. Kokou Lakatou, pour cette brillante intervention et chapeau à la GIZ pour toutes ces actions. Je donne maintenant la parole très rapidement à Vincent Renaud et ensuite à Thomas Samuel pour nous parler eux aussi de leur côté avec leur structure. Quelles sont les initiatives qu'ils prennent en faveur des énergies renouvelables et en même temps pour un meilleur développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, M. Vincent Renaud et ensuite Thomas Samuel. Bonjour, merci de nous avoir invités, Benou, à ce panel. Alors, je vais assez rapidement dans le vif du sujet puisque vous le demandez. Nous, Benou Énergie, on est focalisé sur la transition énergétique et la transformation digitale des entreprises africaines.
On existe depuis 2015, on a été fondé en France, au Togo, et aujourd'hui on est présent au Togo où on a démarré, mais aussi au Burkina Faso et au Ghana. Nous focalisons sur trois principaux challenges des entreprises parce que nous avons découvert que l'énergie seule ne crée pas systématiquement un développement des entreprises. Il y a trois points qu'il faut adresser en même temps. Il y a l'accès aux produits, hein, face aux défis logistiques qui sont présents au Togo et sur tout le continent. Il faut que l'énergie soit fiable. Donc là, le solaire est bien maîtrisé avec des coûts qui baissent, en particulier en milieu rural. Et puis, l'autre point qui est très important, une fois qu'on a l'énergie fiable, c'est d'avoir des équipements efficients. Typiquement, si vous branchez un vieux congélateur d'occasion acheté au marché, acheté au port de Lomé sur de l'énergie solaire, il va consommer énormément d'énergie et vous ne pourrez pas faire de bénéfices. Donc, nous, tout notre travail, c'est avec des outils numériques d'arriver à permettre à des entrepreneurs, en particulier ruraux, d'accéder à une énergie fiable, solaire en particulier, à pouvoir passer commande de produits souvent en ville, et puis surtout de pouvoir avoir accès à des équipements. Et toute la clé de notre travail, c'est d'identifier quel est le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire avec leurs équipements de façon à les rendre solvables pour acheter ces équipements. Il y a toute une mécanique là, de recherche qu'on a mis en place de façon à permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens au démarrage de pouvoir accéder à des équipements efficients. Alors, plus concrètement, ce que nous faisons, c'est de commercialiser une plateforme digitale, web et mobile, qui permet à des entreprises de gérer un point de vente, ça veut dire d'enregistrer les ventes qu'ils font, mais aussi d'avoir une fonction de commande qui leur permet de commander des produits et de les payer à la livraison. Parce que nous utilisons à plein cette révolution qui a déjà eu lieu en Afrique du mobile banking. Et puis après, là où nous essayons d'apporter aussi de la valeur, c'est de financer ces équipements. Financer des équipements qui permettent aux entreprises de travailler. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, grâce aux outils numériques, de pouvoir identifier des entreprises et les aider à se développer grâce à l'énergie fiable, des produits de qualité et des équipements efficients. Voilà, c'est dans l'introduction, je m'arrête là pour aller vite, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le digital au service de la transition énergétique. Et je cède la parole à Thomas s'il veut prendre le relais. Merci Vincent. Du coup, je prends la suite pour présenter rapidement Moon, qui est une entreprise sociale bordelaise qui opère au Sénégal et qui opère bientôt au Togo. Et je vais focaliser mon intervention sur Moon parce que le thème de ce forum, c'est l'emploi et le renouvelable dans le Togo et dans la sous-région. Et du coup, je pense que l'éclairage que nous avons est pertinent dans ce cadre et surtout sur ce panel ESS. Donc, notre constat initial, quand on a décidé de lancer une entreprise de distribution de kits solaires et du coup d'accès à l'énergie à des populations rurales africaines, c'est qu'il y avait un marché qui avait globalement 600 millions d'Africains et peut-être 1 million de Togolais qui aujourd'hui n'étaient pas connectés à aucune source d'énergie et qui avaient une volonté forte de l'État de donner un accès universel. Comme l'a rappelé la GIZ, le Togo a créé une agence d'électrification rurale et s'est donné une feuille de route très ambitieuse pour permettre d'atteindre cette électrification universelle. Et là où on a été très agréablement surpris de la maturité, du courage politique et de la vision du Togo, c'est de décomposer cette stratégie d'électrification rurale en 3 grands aspects. Une extension du réseau,
évidemment. Le Togo a un réseau électrique qui fournit les grandes villes. Il faut améliorer la qualité de service, diminuer le coût de la fourniture. Et ça permet évidemment de créer de l'emploi. La CET, donc l'entreprise nationale, est un des grands employeurs du Togo, a un niveau de formation de tes techniciens, de ses opérateurs qui est excellent. Et je pense qu'il y a un grand intérêt à ce qu'il y ait toujours un renforcement des capacités et une formation de la jeunesse qui soit capable d'intervenir au meilleur niveau sur un opérateur énergétique national qui sont des compétences qui peuvent être exportables dans toute la sous-région. Mais l'extension de réseau, c'est quelque chose qui est porté en propre par l'État sur son balance sheet indirectement. Et pour atteindre les populations rurales, c'est un vrai enjeu technique et c'est un vrai enjeu financier. Parce que les populations rurales qui vivent, comme pour ceux qui le savent, dans des conditions parfois de pauvreté, n'ayons pas peur de le dire, avec des revenus très modestes, ne seront jamais rentables pour la CET. Typiquement, un utilisateur au fin fond de la brousse va consommer très peu d'énergie et du coup, le coût de lui amener le courant est insupportable pour tout le monde, en fait, pour l'État, pour les bailleurs, pour la CET elle-même, et du coup, ce n'est absolument pas réaliste. Et du coup, l'État togolais a fait l'exercice de différencier dans sa stratégie d'électrification rurale l'extension de réseau, des mini-réseaux qui sont globalement des mini-réseaux électriques dans des villages qui vont permettre d'apporter un niveau de service presque équivalent à celui de la CET, mais pour 12 000 villages, apporter une solution sur base de kits solaires. Et c'est là-dessus que nous nous sommes positionnés en ayant remporté un appel d'offres qui a été lancé par la T2ER. Et du coup, notre énorme challenge des prochaines années, ça va être de distribuer, d'opérer 150 000 kits solaires dans ces 12 000 villages auprès de ces populations. Et je pense que la chance et l'opportunité de ce genre d'initiative, c'est que ça va permettre de créer massivement de l'emploi en zone rurale, ce qui est un énorme sujet pour le développement d'un pays, pour en limiter l'exode rural, pour créer des compétences et pour créer un attachement aux territoires ruraux. Et du coup, dans notre cas, on va devoir mettre en place dans chaque village dans lequel on va opérer un agent communautaire qui va être responsable de la collection, de la commercialisation et de la maintenance de ces systèmes. Le Togo a déjà fait un exercice important via la T2ER de former 3000 techniciens solaires qui sont des compétences importantes, décentralisées et qui vont devoir être musclés parce que, et comme l'a dit Vincent, il y a une intriction, on ne doit pas dire ça comme ça, enfin un lien très proche entre énergie et digital et tous les paiements digitaux qui vont être faits jusqu'au fin fond de la brousse vont être faits via mobile money. Et du coup, ça permet une inclusion digitale de ces populations qui est extrêmement intéressante dans le siècle dans lequel nous vivons. Merci beaucoup Thomas. Et justement, j'évolue tout de suite avec vous pour rebondir directement. Quel est l'obstacle principal que vous rencontrez sur le terrain? Parce que je trouve votre projet est très ambitieux et vous faites déjà beaucoup. Quels sont les obstacles ou l'obstacle principal que vous rencontrez et comment est-ce que vous parvenez à surmonter cet obstacle? Parce que quand on parle de population rurale, d'électricité, d'énergie, c'est quand même beaucoup de défis à relever. La question est pour moi? Oui, Thomas. Ok. En fait, l'énorme challenge, je pense, ce seront les compétences que l'on va trouver sur place pour trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bons jeunes qui vont avoir envie de s'emparer de ces sujets pour les diffuser au fin fond de la brousse. Aujourd'hui, il y a quand même, dans le cadre
de la motivation, et on constate tous les jours dans nos personnels au Sénégal, il y a une appétence importante vers la ville, et ce retour dans les zones rurales de personnel formé et compétent n'est pas toujours intuitif pour certains jeunes bien formés. Donc ça, je pense il y a alors, ça fonctionne un petit peu dans des pays fort touchés par la crise Covid, où il y a globalement un réexode rural forcé. Mais dans le cadre du Togo et d'une stratégie d'électrification rurale, ça va quand même être un challenge d'avoir des jeunes compétents, formés, qui ont envie de durer pour opérer des systèmes solaires décentralisés dans tout le territoire. Ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, je pense que ça, c'est un enjeu dont Astria, Vincent, la GIZ, la T2ER, tout le monde est au courant, c'est qu'il ne suffit pas d'aller amener des services énergétiques, du plus simple au plus compliqué. Il faut vraiment générer de la richesse dans ces zones rurales pour améliorer la capacité de payer ces services énergétiques par les populations. Et ça, je pense que c'est un énorme enjeu. Il y a beaucoup de travail qui est fait par les bailleurs, par les agences, par les ONG. Il n'est pas de notre mandat en tant d'entreprise sociale de traiter tous ces sujets, mais je pense qu'il est important qu'il y ait un vrai réalisme. Tout le monde n'a pas la capacité de payer un service énergétique, et en tout cas, c'est vrai en 2020, et on espère qu'en 2030, tout ce que nous ferons permettra aux populations rurales visées, à minima de gagner plus, et au mieux de gagner plus et de dépenser moins en inefficacité, parce que comme vous le savez, malheureusement, la pauvreté, c'est souvent la non-capacité de s'acheter des produits de qualité qui coûtent moins cher à l'usage, et de se servir intelligemment d'outils productifs capables de générer des revenus locaux. Super, merci Thomas. Maintenant, Astria, pour vous qui faites beaucoup d'actions avec les entrepreneurs qui sont ici dans le domaine des énergies, il y a sûrement des parties prenantes qui sont essentielles à ce que vos actions puissent être portées haut. Alors, quelles sont justement ces parties prenantes-là, et comment est-ce que ces parties-là sont impliquées dans vos actions sur le terrain? Merci à Aqua pour cette question. Alors nous, effectivement, comme je disais, on essaye de se placer très tôt dans le processus, justement. Thomas le signalait bien. L'énergie, premièrement, n'a de sens qu'au regard de ce qu'il en est fait, donc l'usage productif de l'énergie. Donc effectivement, c'est important de générer des entrepreneurs qui vont pouvoir justement utiliser l'énergie comme un levier d'augmentation de leur productivité. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en place des programmes de formation, d'accompagnement, de renforcement de capacité à l'égard de ce type de population. Et en termes d'écosystème, donc nous, notre objectif, c'est un peu vraiment de nourrir l'écosystème. Après, il y a d'autres initiatives assez remarquables qui existent déjà. On mentionnait tout à l'heure les académies solaires, notamment, qui ont été initiées par le gouvernement. Mais face à la demande, face aux besoins, surtout dans toute la sous-région, puisque nous, on a aussi cette particularité de recevoir des apprenants de toute l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique centrale. Donc, dans toute la sous-région, il y a quand même un gros besoin de nourrir l'écosystème avec des compétences formées. Maintenant, les compétences, nous, on apporte un maximum de compétences
théorique et aussi une pratique de ces différentes compétences, mais la pratique n'est jamais aussi puissante, si j'ose dire, que lorsque on est vraiment en situation réelle. Et du coup, on travaille avec différentes entreprises du secteur privé on collabore avec différentes entreprises du secteur privé pour pouvoir placer nos apprenants en stage et éventuellement certains même en position permanente. Mais c'est vrai que je saisis cette opportunité pour faire un petit appel, si j'ose dire, aux structures et entreprises du secteur qui sont à la recherche de compétences et de talents, tout simplement de prendre attache avec nous si on ne l'a pas déjà fait pour pouvoir participer justement à cet effort de formation à travers des stages et des expériences un peu d'immersion sur les différentes thématiques que l'on traite autour des énergies renouvelables. Voilà, c'est un principal, je pense, le principal élément à mettre en avant. Après, sur l'aspect purement entrepreneurial, donc vis-à-vis des entrepreneurs qu'on accompagne. Aujourd'hui, on le voit sur la scène des énergies renouvelables, on va dire les entreprises ou les initiatives locales, donc togolaises ou sous-régionales, restent encore très sous-représentées, notamment dans les différents appels d'offres et autres. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque part un travail à faire, bien sûr, au niveau des entrepreneurs dans le renforcement des capacités, renforcement des projets, mais aussi peut-être au niveau public, de travailler sur des solutions de financement et peut-être aussi des dispositions dans le cadre de consultations qui pourront permettre d'également favoriser des jeunes entreprises locales, l'économie sociale et solidaire qui, encore une fois, au même titre que tous les acteurs de ce secteur, participent à une véritable mission sociale. Donc, voilà, en termes d'écosystème, si j'avais deux petites recommandations ou en tout cas requêtes, elles porteraient sur ces deux éléments. D'accord, merci beaucoup Astria. Et là, du coup, Monsieur Lagassou de la ville, vous aussi, j'imagine, dans vos actions, vous avez des obstacles. Vous avez parlé de certains d'entre eux tout à l'heure. Mais là, quel est l'obstacle principal et du coup, comment est-ce que vous arrivez à surmonter cet obstacle-là? Est-ce que finalement, comme Astria, vous avez des parties prenantes essentielles qui contribuent à la réussite de toutes ces actions-là pour vous sur le terrain et comment est-ce qu'ils sont impliqués? Ok, merci beaucoup Akwa pour la question. Et je vois que par rapport à ce sujet, il y a eu beaucoup déjà qui ont été déjà dit par Thomas. Vous savez, nous apportons de l'énergie à une population qui a un pouvoir d'achat assez limité. Et pour cette population, il faille que le gouvernement ou bien les parties prenantes trouvent un mécanisme quand même pour pouvoir soutenir. Parce que, quoi qu'on dise, l'énergie que nous apportons a un coût. Et ce coût, qu'on le dise, n'est pas encore à la portée des populations dans les zones rurales. Donc, il faille trouver maintenant des mécanismes pour pouvoir accompagner et ces populations pour pouvoir avoir accès aux équipements énergétiques ou bien avoir accès à l'énergie. Il faille assainir mettre en place un cadre assez confortable pour tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le secteur. Je parle du secteur privé, je parle du public et je parle de la communauté rurale à laquelle nous apportons de l'énergie. Donc, je pense que le grand défi consiste à pouvoir trouver un mécanisme sur le coût, l'accessibilité de l'accès à l'énergie, l'accessibilité des équipements par nos populations. Il faut vraiment qu'on fasse un travail dans ce sens.
Et pour les acteurs avec lesquels nous travaillons, voilà, nous travaillons avec les acteurs publics, notamment l'Agence togolaise d'électrification rurale, l'ARCE, l'autorité de régulation du secteur des énergies, et puis la communauté rurale à laquelle nous apportons de l'énergie. Parce que l'énergie, à un moment donné, il faille qu'ils puissent avoir la capacité de pouvoir payer le coût. Et donc, nous travaillons vraiment avec la communauté rurale pour qu'elle puisse commencer déjà par développer des activités génératrices de revenus qui pourront les aider une fois le courant et l'électricité arrivée pour qu'ils puissent faire face aux différents coûts qui vont vraiment s'imposer à eux. Donc, pour pouvoir relever ces défis vraiment, il faut chercher les meilleurs mécanismes de financement et trouver les bailleurs qui peuvent être derrière et accompagner le processus qui est en train d'être mis en place par le gouvernement togolais. Voilà, si je peux apporter des éléments de réponse, c'est ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kokou. Alors, concernant Beno Énergie aujourd'hui, nous savons que Beno est présent au Burkina Faso, au Ghana et au Togo. Donc, depuis 2015, il y a plusieurs actions qui sont menées. Du coup, aujourd'hui, Beno a besoin d'un certain nombre de partenaires parce que c'est ce que vous avez rappelé, M. Vincent. Donc, vous avez besoin d'un certain nombre de partenaires spécialisés dans le renforcement de chaînes de valeur agricole et qui peuvent assurer l'identification, l'accompagnement et la formation des entrepreneurs. Est-ce que ici, vous avez certains de ces partenaires ou parties prenantes que vous voulez, que vous pouvez citer? Est-ce qu'il y en a autour de la table et justement, quels sont les apports qu'ils peuvent vous apporter? Alors, il y a les parties prenantes quand on s'intéresse et à l'énergie et au développement rural. Donc, il y a nécessairement un ensemble assez large de parties prenantes. Et puis, autour de la table, on va y venir tout de suite. Une chose qui est importante, de manière très opérationnelle pour nous, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc, des gens qui sont déjà engagés professionnellement dans les chaînes de valeur agroalimentaires. Alors, ça peut être des ONG qui travaillent au développement des filières agricoles et au développement économique rural. Ça peut être aussi des négociants qui achètent des produits dans les zones rurales et qui ont une idée assez haute de leur rôle en disant si on veut travailler durablement, il faut arriver à fixer de la valeur dans les zones rurales et pas seulement que la richesse dans les zones rurales soit uniquement indexée sur le prix des matières premières. C'est-à-dire que si dans les villages, il n'y a que de la vente de produits agricoles, eh bien, les revenus dépendent du cours des matières premières. Dès lors qu'il y a des activités économiques, artisanales, commerciales, qui permettent de fixer de la valeur, eh bien, ce n'est pas toute la solution, hein, tout ce que les autres panélistes ont dit est vrai, mais arriver à créer dans les villages des activités qu'on ne trouve traditionnellement qu'en ville, ça permet de fixer de la valeur et de densifier l'économie locale. Donc, on a besoin de ces gens-là qui travaillent déjà sur le terrain pour nous aider, comme vous venez de le dire, à identifier et accompagner les entrepreneurs. Et il y a une deuxième catégorie d'acteurs qui est importante, qui sont des acteurs économiques importants, notamment les distributeurs, qui ont un rôle, distributeurs de boissons, parce que tout le monde a envie, quand il a un peu d'argent, quand c'est la fête, de se payer une boisson, ou de produits frais. Ces gens-là, c'est important qu'on puisse les connecter, nous, c'est notre rôle, les connecter à des nouvelles zones de leur marché. Ils sont tout seuls un peu frileux pour aller dans les villages un peu reculés, ou avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément solvables. Et un des leviers qu'on essaye, ou une des choses qu'on essaye de faire, c'est connecter les entrepreneurs identifiés à des fournisseurs qui, spontanément, n'iraient pas vers eux. Donc, c'est une de nos clés de réussite. Donc, ça, c'est de manière très opérationnelle. Après, dans un cadre plus large, on est tout à fait conscient, et on est même partie prenante, qu'il y a des enjeux de formation importants dans le domaine de l'électricité, mais aussi dans le domaine de la gestion d'entreprise. Nous, on fournit dans notre application avec le point de vente
des petites fonctionnalités de base pour de la micro-comptabilité, mais c'est important que des entrepreneurs puissent, même si leur business est petit, puissent être accompagnés aux bases de la comptabilité. Ça les intègre dans cet ensemble plus large qu'est l'économie d'un pays. Il y a aussi besoin, je pense, au travail que fait la GIZ depuis longtemps, qui est un travail en partie souterrain, mais qui est important, qui est un cadre légal qui se structure. Astria l'a évoqué tout à l'heure aussi, et c'est important. Et je tiens à préciser que ce que nous faisons a trait à plusieurs choses, hein, qui sont l'aménagement du territoire. Donc, euh, Thomas l'évoquait tout à l'heure, comment on fait pour couvrir tout le territoire, qui est la formation professionnelle, on vient de l'évoquer, dans les métiers de l'énergie, de l'électricité, mais pas seulement. Et puis, il y a un troisième qui a été évoqué par les uns et les autres, qui est très important, qui est le financement. Alors, on est conscient que l'État ne peut pas être la banque de tout le monde, mais on essaye, nous, en tout cas, de parler, de développer, d'échanger sur les possibilités de mécanismes de garantie. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui s'installe, souvent il va voir sa famille, ses oncles, et pour trouver soit un peu de sous, soit aller avec lui à la banque pour trouver de l'argent. Et un des leviers puissants qui pourrait se mettre en place pour des entrepreneurs ruraux, c'est de trouver des mécanismes de garantie qui ne soient pas seulement liés à la famille, mais qui peuvent être liés à des programmes d'accompagnement de la jeunesse. Ça existe notamment au Burkina, où les institutions de microfinance et les pouvoirs publics essayent de se mettre en place pour créer des fonds qui permettent de faciliter du micro-investissement pour des entrepreneurs ruraux. Donc voilà, en résumé, nous directement, nos parties prenantes, ce sont les gens qui accompagnent les chaînes de valeur agroalimentaire et les grands distributeurs. Il faudrait rajouter aussi les ténors de l'énergie, parce qu'on sait qu'un mini-réseau est difficilement rentable s'il n'y a pas des activités productives qui viennent tirer la demande de manière solvable. Donc, nous, on a vocation à travailler avec les énergéticiens pour ce qui se passe après le compteur. Les autres panélistes l'ont évoqué, il y a un problème de solvabilité. C'est-à-dire, on amène de l'énergie, mais comment les gens vont payer cette facture? Et on a tout intérêt, des gens comme nous, à travailler avec les énergéticiens pour qu'il y ait une demande à partir des usages productifs qui permettent de rentabiliser ce modèle mini-réseau qui cherche encore un peu sa solvabilité financière. Donc ça, et puis après, et le Togo là-dessus est un pays vraiment intéressant pour démarrer et travailler parce qu'il y a une vraie volonté. Il faut une vraie volonté d'accompagner la formation professionnelle et garantir la possibilité à des jeunes entrepreneurs d'investir dans un minimum d'outils productifs. Voilà ce que je pouvais vous dire pour répondre à cette question. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Vincent. On en retient que les partenariats sont d'une importance capitale pour un meilleur développement des projets de tout le monde, je dirais. Donc là, je vais donner la parole à tous les intervenants à tour de rôle en 2 minutes. Hein. Donc d'abord Astria, ensuite M. Kokou de la GIZ, M. Vincent et Thomas. Vous allez me dire, donc à tour de rôle, s'il y avait une seule condition, une toute seule, hein, une condition qui pourrait être la condition principale pour permettre de booster vos projets, quelle serait cette condition? Donc, en 2 minutes, vous allez prendre la parole à tour de rôle pour partager cette condition qui, selon vous, peut booster vos projets. Et à quoi bonjour, c'est Pierre Samuel, c'est la voix de l'organisation qui vient derrière. Je crois que Thomas a une contrainte horaire importante, donc s'il pouvait être parmi les 2 premiers à venir apporter cette contribution avant de devoir nous quitter, ce serait parfait et l'idéal. Merci beaucoup et pardon de cette interruption. D'accord, merci Pierre Samuel. Donc du coup, Thomas peut commencer là tout de suite pour nous parler de cette condition ultime pour booster cette projet si elle existe, bien sûr, cette condition. Merci merci Pierre Samuel. Et oui, en effet, désolé, j'ai une petite contrainte. Je pense que
ma conviction personnelle, c'est qu'il est, en tout cas dans ce sujet de l'emploi et de l'énergie, il est inconcevable qu'il y ait une problématique aussi évidemment grossière que d'avoir une énorme population des populations rurales qui sont hors réseau et une énorme pourcentage des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu énorme de création d'emplois massifs. Le travail d'Energy Generation en ça est vraiment très important et je le salue. Et du coup, ma conviction, c'est que cet illogisme aberrant doit être comblé et qu'il sera créateur d'énormément de valeur pour les économies subsahariennes qui sauront mettre le cadre réglementaire et les incitations au secteur privé qui voudra essayer de répondre à ce challenge, à la fois en formant massivement des jeunes et à la fois en permettant à des millions de bénéficiaires de recevoir le minimum d'énergie pour une vie décente dans le siècle dans lequel nous vivons. Alors, merci beaucoup, Thomas. Donc là, je donne la parole à Astria, ensuite à M. Kokou de la GIZ et à M. Vincent Populaire sur la même question. Oui, alors effectivement, je pense que la problématique, elle est extrêmement vaste. Hein, comme le disait Thomas et les autres panélistes, il y a énormément d'acteurs qui doivent être mobilisés. Donc, c'est difficile de nommer une condition qui permettra de tout changer. Mais c'est vrai que si je dois me concentrer sur notre activité, donc, qui est une activité donc, de formation, avant tout d'investissement dans le capital humain, j'appellerais effectivement, la condition qui pourrait changer énormément de choses, c'est que les différents acteurs du secteur, donc que ce soit le secteur privé ou le secteur public, de continuer à investir sur le capital humain. Et si ça peut se traduire en un soutien de nos activités à travers des bourses ou des soutiens financiers à l'égard des apprenants, ce serait parfait. Effectivement, sur le secteur de l'énergie, on voit beaucoup les besoins en termes pour former des techniciens. Donc, c'est une activité qu'on mène, bien sûr, mais je pense que c'est aussi important de former des managers qui ont cette notion justement de la gestion de projet. Et c'est peut-être un aspect qui est un peu délaissé, si j'ose dire, dans cette conception, si j'ose dire, de la stratégie d'électrification en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est mettre que ce point-là soit vraiment davantage dans les priorités des autorités aussi bien publiques que des acteurs privés, ce serait forcément un boost très important à la réussite de nos activités. Voilà, si je devais n'en citer qu'un parmi tant d'autres. Ok, super. Monsieur Kokou. Bon, Monsieur Kokou, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Et je pense que les deux premiers intervenants ont parfaitement raison. Pour moi aussi, pour citer une des conditions, je pense que c'est la formation professionnelle. Il faut vraiment qu'on table vraiment là-dessus. La volonté y est déjà. Je pense que même pour nos gouvernants qui sont déjà là, ils sont assez conscients qu'il faille travailler sur la formation professionnelle. Du coup, au niveau de la GIZ, nous avons carrément un projet qui est totalement dédié à la formation professionnelle où on travaille vraiment avec les acteurs directement sur le terrain. Donc, pour moi, je pense que pour que ça puisse donner un boost, comme le dit tout à l'heure Astria, il faille vraiment qu'on trouve un mécanisme
qui peut accompagner vraiment tous les acteurs qui s'inscrivent dans cette logique de renforcement de capacité au niveau local pour pouvoir créer vraiment de l'emploi et pouvoir maintenir vraiment les jeunes sur place pour que ce qu'ils ont quand même acquis comme compétences, ils puissent le développer de façon locale. Cela pourrait vraiment booster un peu les activités que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre pour que la transition énergétique soit une réalité vraiment ici au Togo. Merci. Ah oui, sorry, j'étais vraiment sur mute, hein, apparemment. Non, c'était bon. Non, mais Non. on vous a entendu. Donc, monsieur Ok, d'accord. Alors, à moi, Merci. une conviction d'abord qui va permettre d'éclairer le point final. Dans une Afrique qui sait capter les nouveautés qui lui permettent, à l'image du téléphone mobile, nous, on est vraiment convaincus à Bénou que la création de valeur sur le continent, elle est liée à un investissement massif dans des productions d'énergie bas carbone et puis dans une recherche d'efficience dans les processus de production et de transformation. Donc ça, c'est le cadre général. Et que ce qu'on fait sur le solaire, là, et sur l'efficience, tous ensemble, c'est pas anecdotique, c'est vraiment un levier important de création de valeur sur le continent. Maintenant, dans les choses qu'il faudrait, ou qu'on appelle de nos voeux, et on profite de ce panel pour le dire, il y a 2 points. Le premier qui nous tient vraiment à cœur, c'est sur la question de l'entrepreneuriat des femmes. Les femmes sont de très, très bons entrepreneurs, sérieux et qui créent de la valeur. Parmi nos premiers tests au Togo, Akpene a vraiment créé de la valeur pour faire vivre sa famille, faire vivre les siens. Et à la suite d'elle, on est convaincu que le développement d'activités économiquement stables dans les zones rurales doit passer par une action volontariste en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça mobilise plusieurs parties prenantes, dont, et c'est mon deuxième point, les banques traditionnelles. On parviendra à créer de la valeur, à apporter de l'énergie, y compris productive, à tout le monde, si les banques traditionnelles parviennent à s'intéresser aux populations rurales. Aujourd'hui, les IMF font un travail, mais vu la taille de l'enjeu et la taille du marché également, puisque c'est aussi un marché, il faut trouver des mécanismes pour que les banques traditionnelles puissent intervenir dans ces zones rurales. Le numérique contribue à ça, mais il faut aussi que les acteurs publics puissent s'intéresser et chercher ensemble comment le financement peut arriver dans les zones rurales et en particulier auprès des femmes. Après, je souligne sans trop le développer, puisque les autres l'ont bien fait, la formation professionnelle est un des leviers essentiels. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Vincent. Au vu de tout ce que chacun d'entre vous a dit, je trouve qu'il est vraiment important qu'on puisse se mettre ensemble. Hein. Moi, je le dirais comme ça, pour pouvoir mieux booster plusieurs projets, surtout quand on parle d'énergie renouvelable, parce que c'est un défi de taille en Afrique et surtout au Togo, pour nous, surtout les jeunes. Donc là, je vais redonner la parole à Thomas tout de suite, comme il a une contrainte de temps pour le dernier sujet qui nous intéresse venant de lui en tant qu'intervenant. Donc Thomas, dites-nous vous aujourd'hui, quelle est votre vision? Vous l'avez déjà évoqué dans votre intervention, mais pour finir, quelle est votre vision des leviers nécessaires à activer pour donner des perspectives d'emploi pour les jeunes associés aux enjeux d'accès et de transition énergétique? Je vais redire quelques points qui ont déjà été exprimés, mais c'est évidemment un cadre d'investissement clair pour les entreprises, une visibilité sur le support des bailleurs et de l'État dans cette stratégie d'électrification
génératrice d'emplois. Et c'est aussi, je pense, je ne peux pas le dire comme ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt de la jeunesse de se préoccuper des sujets sociaux parce qu'ils sont, on l'a évoqué lors de ce panel et je pense que c'est très intéressant de voir que des sujets énergie et des sujets business peuvent créer de l'emploi, mais c'est aussi important que les jeunes mondiaux et notamment les jeunes togolais et africains de l'Ouest se préoccupent du sort des plus vulnérables et qu'il y ait un mouvement de masse vers les entreprises sociales et solidaires et que les meilleurs jeunes, les meilleurs talents, ceux qui sont les plus formés, choisissent d'œuvrer pour le bien commun et ne se focalisent pas uniquement sur des jobs urbains et court-termistes, en tout cas pour le monde. Et du coup, j'espère que on aspire tous dans ce panel à un éveil des consciences et c'est particulièrement pas facile pour des jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de bénéficier de tous les de la meilleure éducation, des meilleures perspectives. Mais je pense que malgré tout, il y a des perspectives très importantes de création d'emplois et de jobs passionnants au pays. Et dans la sous-région, et qu'il n'est pas nécessaire d'aspirer à une émigration internationale ou à une éducation internationale pour s'éclater, se sentir bien, avoir un boulot hyper intéressant et formateur et sur lequel tout le monde pourra avoir une fierté partagée. En tout cas, merci beaucoup à tous. J'étais très heureux de participer à ce panel, très enthousiasmant et au plaisir d'une prochaine occasion. Au revoir. À quoi nous ayant écouté, c'est Yann Keinek qui intervient, à quoi nous a quittés, je ne sais pas, elle essaye de se reconnecter, je pense. Je propose de faire un petit mot de fin. Astria, je te voyais prête à te mobiliser, donc je te cède la parole et je redisparais. Merci beaucoup, Yann. Déjà, je voulais rebondir rapidement sur les propos de Vincent. Je sais qu'il y a un panel entier dédié à ce sujet, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais effectivement, l'entrepreneuriat des femmes, il va sans dire que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur au sein d'Energy Generation. Et on a d'ailleurs un programme dédié justement à l'entrepreneuriat féminin sur les secteurs de l'énergie, donc qui s'appelle formation entrepreneuriat solaire pour les femmes. Et c'est vrai qu'on rencontre un engouement assez important des jeunes femmes qui sont extraordinaires dans cette volonté justement de concilier intérêt économique et intérêt social. Et je pense que c'est aussi ça, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que nous, fondamentalement, ça nous demande plus d'énergie d'aller recruter des femmes parce que simplement, ces métiers de l'accès à l'énergie et de l'entrepreneuriat en général ne sont pas perçus comme féminins, mais on fait cet effort, on fait, si je veux dire, ce sacrifice supplémentaire parce qu'on sait que les retombées sociales de cet investissement en temps et en ressources seront plus importants et quelque part plus alignés avec la vision et le projet, si je veux dire, de société
auxquels on souhaite contribuer sur le long terme. Donc, merci Vincent pour ce petit rappel dans le cadre de cette table ronde. Et puis peut-être pour répondre à la question de clôture d'Aqua sur, si j'ai bien compris, la manière dont on peut mobiliser les jeunes sur ces questions d'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est aussi important de créer des exemples, de créer des rôles modèles pour cette jeunesse, pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer qu'il y a des success stories. C'est du coup un devoir qu'auront les pionniers du secteur, puisque faut dire ce qui est, hein, les acteurs et les entreprises qui sont actuellement sur le secteur sont des pionniers, sont du coup des exemples qui sont regardés par des centaines et des millions de jeunes, et on a un peu cette responsabilité à travers ces initiatives de tracer le chemin, de frayer un peu un nouveau chemin, une nouvelle voie pour la jeunesse. Et donc voilà, c'est un vrai défi, mais on est motivé. Et d'ailleurs, je saisis l'opportunité pour appeler voilà, le maximum de jeunes en Afrique, au Togo et en Afrique de l'Ouest, qui souhaiteraient se lancer, notamment des femmes, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat sur le secteur de l'énergie, à postuler à l'un de nos programmes. On a des programmes toute l'année qui pourront les aider vraiment à développer leurs compétences techniques, managériales et entrepreneuriales pour vraiment se saisir de ce défi et participer à relever le défi de l'accès à l'énergie en Afrique à travers une démarche d'entrepreneuriat social et solidaire. Alors, merci beaucoup, Astria. Désolée, ma connexion était partie pour 2 minutes. Merci beaucoup aussi à Saniel pour sa brillante intervention. Maintenant, Monsieur Lagassou de la GIZ, vous avez la parole pour votre mot de fin, pour nous parler de votre vision des leviers nécessaires pour activer, des leviers nécessaires à activer pour donner les perspectives d'emploi pour les jeunes. Merci beaucoup, Aqua. Je pense quand même que, comme je l'ai déjà fait à l'introduction, comme nous travaillons à soutenir un peu le secteur privé local surtout, en accordant à travers l'approche result-based financing, en accordant des incitations aux entreprises qui sont déjà implantées. Donc, cet accord, cette incitation que nous leur accordons, l'objectif, c'est pour qu'ils puissent mieux s'organiser et soient plus structurés et mieux se développer pour faire face aux défis qui s'offrent à eux. Donc, pour moi, je dis que la question d'éveil de conscience devient très importante dans le secteur des énergies pour que les jeunes puissent savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités. Thomas le disait tantôt, si on voit que c'est seulement 10% de la population togolaise dans les zones rurales qui sont électrifiées et au même moment, on a des difficultés dans le secteur pour pouvoir se créer de l'emploi, il y a un point d'interrogation. Donc, il y a une question d'éveil de conscience dans les localités assez reculées des grandes villes que nous devons faire pour pouvoir leur faire comprendre qu'avec l'énergie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et à travers cela, trouver maintenant des mécanismes pour pouvoir accompagner ces jeunes. Parce qu'il faut le dire, les jeunes sont là, mais ils ne savent pas les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire, il y a des appuis que l'État a mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs, mais la majeure partie dans les zones rurales ne sont pas informés. Donc, il faille qu'on fasse vraiment un travail derrière pour leur faire comprendre toutes les différentes opportunités qui s'offrent à eux comme jeunes pour pouvoir développer un peu les différents types de projets qu'ils ont à leur niveau, au niveau local. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour pouvoir ajouter à ce que nos précédents intervenants ont déjà dit. La question d'éveil de conscience est très importante dans le secteur. Et il faille vraiment qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir accompagner les gens et les informer sur les différents types d'opportunités qui sont là. Oui. Merci beaucoup, M. Kokou.
C'est vrai que tout a été dit sur les différents leviers à mettre en œuvre afin de faire face à la transition énergétique. Mais je vais encore donner la parole à Vincent Renaud pour nous partager également de son côté sa vision des leviers nécessaires à activer, de son point de vue. Alors, on a balayé vraiment des choses fondamentales, hein, que sont le cadre légal, la formation professionnelle, l'accès à l'investissement. Mais quand on parle d'économie sociale et solidaire, je reviens sur la solidarité. Il y a un puissant levier, surtout en Afrique, de solidarité, qui est celui de la diaspora. Les diasporas villes, zones urbaines, zones rurales, pardon, et aussi les diasporas à l'étranger. Et d'ores et déjà, dans beaucoup de pays, les principaux apports en cash dans les pays pour les gens, c'est la diaspora qui fournit. Et là, il y a un levier de ressources, de soutien à l'entrepreneuriat, à l'accès à l'électricité, même pour des ménages, voire pour des structures socio-communautaires comme les centres de santé. Et je crois que euh, quand on regarde le contexte africain, c'est quelque chose déjà d'extrêmement puissant, mais qui a un puissant levier pour l'organiser, peut-être pour le flécher. Alors, c'est toujours embêtant de flécher des gens qui, par définition, sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, mais toujours est-il que face aux besoins de financement, que ce soit en investissement ou, comme certains l'ont rappelé, pour payer la facture mensuelle, il y a un puissant terrain de réflexion et de concertation entre les différentes parties prenantes pour dire comment la diaspora peut aussi être un levier non seulement pour le cash, pour la vie courante, mais pour l'accès pour dynamiser cet accès à l'énergie et sa valorisation. Donc voilà. Et en plus, dans les diasporas, il y a déjà beaucoup de gens qui sont sensibilisés à la transition énergétique, aux problématiques du bas carbone et de l'efficience énergétique. Donc, comment, ensemble, on va pouvoir arriver à orienter une partie de cette puissance de solidarité financière vers les sujets qui nous intéressent, y compris d'ailleurs, je regarde Astria, y compris sur la formation, comment des gens de la diaspora peuvent financer la formation de leurs parents, de leurs parents moins fournis en argent. Donc voilà, je termine là-dessus. On a beaucoup balayé des sujets importants, mais je crois qu'en Afrique, il faut, sur tous les sujets capitaux, pouvoir mobiliser aussi les diasporas en soutien à l'effort de développement du continent et des différents pays. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vincent. Je pense que tout est dit, comme vous l'avez dit, et l'un des leviers essentiels pour que on puisse donner plus de perspectives d'emploi aux jeunes associés aux enjeux d'accès et de transition énergétique, c'est bien sûr, bon, selon votre intervention, c'est bien sûr la solidarité entre tous. Il est important que toutes les initiatives, tous les projets, toutes les structures qui portent sur les énergies renouvelables ou encore l'économie sociale et solidaire qui se mettent ensemble parce qu'il est important, même primordial, que nous puissions soutenir ce développement-là ensemble. Alors, merci beaucoup à Monsieur Renaud. Merci pour votre brillante intervention. Merci également à Astria, Sataki de Energy Generation. Et je rappelle que Energy Generation vient de lancer un nouveau programme auquel tout le monde peut postuler, hein, je pense. Si je me trompe pas, Astria, tu peux me corriger. Donc, du coup, j'invite tout le monde à pouvoir encourager justement des jeunes à participer, à postuler à cela. Merci également à M. Kokou Lagasi de la GIZ, hein, la GIZ qui, avec son pool Pro Énergie, fait des actions remarquables sur le terrain, comme présenté au début de ce panel. Merci également à Thomas Samuel, qui a dû nous quitter, mais qui également reconnu sur le plan mondial avec sa structure Moonsima Design, fait des choses exceptionnelles lorsque on parle de solutions d'éclairage, hein, solaire en général. Alors, je remercie tous les intervenants de ce panel. Ça a été riche en contenu. Et voilà, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai déjà appris beaucoup de choses à travers ce panel. À Make Sense Africa, la structure que je représente ici, nous accompagnons les jeunes citoyens également, des jeunes entrepreneurs qui ont des projets à impact sociaux. Donc, nous avons même des incubateurs
pour pouvoir permettre aux jeunes de développer plus leurs projets, d'aller en profondeur, de pouvoir tester leurs projets pour avoir un minimum viable, pour être lancé sur le marché. Et je pense que toutes nos actions convergées peuvent constituer réellement plus d'opportunités justement pour les jeunes et surtout pour le développement de l'économie sociale et solidaire, surtout au Togo. Donc voilà, je pense que le tour est fait et le tour est fait ce soir pour ce panel 5. Merci à tous d'avoir participé à ce panel. Excuse-moi de t'arracher une seconde. Je veux profiter de l'occasion pour vous remercier à tous et vous inviter d'ailleurs à suivre les autres panels de demain. Donc, on a 2 panels très riches de demain. Le tout premier panel va concerner l'implication des femmes dans la transition énergétique, enjeux, défis et solutions. Et on aura des femmes entrepreneuses. On aura Rekia Madougou qui est conseillère spéciale du président de la République sur les questions liées au développement. On aura Seynabou Thiam de Women in Africa. On aura Madame Brigitte Chonia Akapuadra de Web Togo qui accompagne aussi les femmes dans la transformation de la biomasse pour en produire des foyers améliorés et puis des dispositifs pour faire de la cuisson propre. Et tout ceci sera animé par M. Sena Luka, directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et le second panel, ce sera à 14h30 sur l'éducation et formation, comment s'assurer de la disponibilité d'un pôle de compétences locales pour accélérer la transition énergétique. C'est vrai que toutes ces questions ont été brochées un peu par les autres panels, mais demain, on va en parler de plus spécifiques. Et ça serait avec M. Komla Aouté de Egen Togo, M. Cédric Fidé de Aldelia, une compagnie qui essaye de recruter des jeunes, de les former et puis de les placer dans les entreprises. On aura aussi M. Alain Tossade de Kia Energy Group, cette entreprise-là qui a eu à former plus de 3 000 plutôt de jeunes à travers le projet CISO. Et tout ceci sera modéré par Madame Lucie Laurent de Energy Generation. Donc, tout ceci, juste après, on aura la cérémonie de clôture qui sera faite. Et donc, vous êtes tous invités. Alors, merci à tous et bonne soirée depuis chez vous. À quoi la parole peut te retourner pour dire au revoir aux gens? Du coup, merci Kevin pour cette belle conclusion. Quoi de plus que de dire à ceux qui nous suivent de rester connectés pour la suite des programmes de ce forum, duquel beaucoup de travaux sortiront parce que nous parlons d'énergie renouvelable et de l'emploi des jeunes. C'est sans doute l'avenir, surtout de l'Afrique au Togo. Et donc, merci à tous d'avoir suivi. Et le reste du programme, c'est toujours ici. Bye bye.